Bonjour, bienvenue à OpenLayer. Pour cet épisode, j'ai reçu Antoine Aymon Véro, qui est géomaticien. Il travaille principalement avec les données chez Corem Géospatial. Donc, Antoine a vraiment une formation de géomaticien, puis on a beaucoup parlé finalement des données géomatiques. Puis comment finalement ces données-là sont utilisées dans à peu près toutes les petites applications qu'on peut penser, puis qui sont très, très, très transversales comme domaine, comme finalement données d'utilisation. C'était vraiment intéressant. On a beaucoup parlé de tout ça. Puis aussi, finalement, là, son mandat, tu sais, comment on transfère finalement le mandat qui est plus d'application à essayer vraiment plus de vendre des solutions. Vraiment intéressant. Là, ça a été un beau podcast. Puis vraiment très reconnaissant d'avoir eu ici. Puis sinon, j'aimerais ça remercier mes commanditaires, donc le SPLA, l'Allier et l'Agile, qui me supportent dans mes activités. Puis si vous avez des personnes à me recommander, gênez-vous pas de m'écrire. Sinon, je souhaite une bonne écoute. Moi, faire des rénaux de l'entretien, j'aime ça. Tu sais. Fait que moi, j'avais un condo dans Saint-Roch que j'ai retapé au complet. Puis, tu sais, moi, j'aime ça. Mais ma blonde, s'occuper du bébé, ramasser de la poussière puis entendre du bruit, c'est. Non. Pas de fun. Fait que bref, j'irai pas plus loin dans la discussion de ce côté-là. Mais moi aussi, là, je me suis découvert ça, c'était cette espèce de petite passion-là de construire des affaires. Ouais. Je me suis fait, entre autres, ça, genre mon luminaire, Ouais. mon îlot, parce Ben, que c'est cool. je m'étais dit, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, qui faisait tout le temps les mêmes affaires. À un moment donné, j'ai dit, faudrait que je trouve de quoi juste pour changer d'air, finalement. Puis je me suis trouvé, ça s'appelle La Patente, c'est une coopérative Ouais. de, accéder à des outils. Puis tout. Ouais. Fait que là, je suis allé m'inscrire là, j'ai commencé à faire mes patentes. Pour puis ceux là- qui sont sur Saint-Vallier ou. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, je sais exactement Fait c'est que quoi. c'est plus dans ce sens. C'est à côté de nos bureaux. C'est juste à côté de nos bureaux. Où est-ce que la centre d'épuration d'eau, c'est ça? Non, ok. Ah non, ok, je me Parce que mêle. je me Ils sont trompe, à c'est Limoilou. C'est dans Limoilou, Saint-Vallier, c'est-tu dans Limoilou, c'est où ça? Saint-Vallier, c'est dans Saint-Roch. Ok, bon, c'est juste l'autre bord en fait de la rivière Sur le Saint-Charles. bord de la rivière, là. Exactement, Ouais, c'est ça. je sais exactement c'est où. Ouais, c'est quand même Ouais. cool l'idée, le concept, c'est qu'il y a plein d'outils finalement, pis des machines, tu vas faire tes patentes là-bas. Là. J'ai fait tous mes bureaux aussi, Ouais. mes affaires de même, parce que à un moment donné, tu essaies de trouver d'autres passe-temps. Là. Mais tu sais, moi après l'université, Peut-être codé. Ben c'est ça, mais tu sais, après l'université, je suis comme arrivé, je suis sorti, j'ai fait, c'était quoi mes hobbies avant que je rentre ici, tu sais? Puis là, j'en avais plus à part étudier tout le temps, fait que là, j'étais comme, bon, mais faut que je m'en retrouve d'autres. Fait que, ok, je vais faire du sport, je vais faire ci, je vais faire ça, puis là, ben, je vais essayer d'autres choses. Fait que j'ai commencé à faire ça. Je Là. comprends. Non, moi, j'ai toujours essayé de garder le focus sur. Moi, j'aime bien, mettons, la pêche, plein air, Renault, entre autres. J'ai jamais voyagé, mais ça, c'en est un qui a pris le bord avec le bébé, là. Mais non, ça j'essaie toujours de rester focus Sur tes hobbies, sur genre, mes hobbies. ok. Puis, tu sais, des fois, il faut travailler tu sais, des heures extra. Tu sais, je t'amenais à voyager un peu pour la job. Fair enough. Mais, tu sais, généralement, moi, j'essaie de tout. Je me dis toujours que si t'es pas capable de rentrer une planification dans une semaine de, on va dire, 37h30 à 45 heures, là, c'est que t'as mal géré tes priorités. Fait, Là, tu parles pour le travail, fait que mettons? moi, pour le Ok. travail, j'essaie de toujours garder ça dans ce cadre-là. Puis, garder le focus sur mes hobbies qui sont Ok. toujours restés les mêmes, là, finalement. Puis comment tu fais, mettons, pour justement rapid, trouver tes priorités? C'est quoi? As-tu une technique que tu essaies d'utiliser? Si, mettons, tu commences le lundi, tu vois c'est quoi ta semaine, comment tu la vois? Ou si tu le fais 2 semaines en avance? Ben, côté planif, c'est sûr qu'il y a toujours des choses qui changent, il y a toujours des imprévus, on s'entend, Définitivement, c'est ouais. vrai pour tout le monde. Moi, mon boss m'a toujours imagé ça de façon intéressante. Il dit, si tu as un bocal à remplir avec des roches puis du sable, ben, avec quoi tu vas commencer? Tu commences avec les grosses roches qui prennent le plus de place, tu sais. Fait que là, tu es sûr qu'ils sont à leur place. Puis après ça, ben, avec les plus petits morceaux puis le sable, ben, tu viens remplir les interstices entre les roches. Fait que c'est un petit peu comme ça que je procède. J'ai des grosses roches dans mon horaire qui ne bougent pas, des choses importantes qu'il faut que je fasse à tous les semaines. Fait que ça, je les place dans la semaine, puis après ça, ben, le Tu reste. bloques les affaires autour de Exact. ça. Ok, un peu comme du blocking time, finalement, dire, ben, garde ça. C'est ça. Le lundi, de telle heure à telle heure, c'est ça que je fais. C'est ça, Peu importe exact. ce qui se passe. Exact. Ok. Ce qui est une bonne idée de finalement une stratégie. Là. Puis mettons c'est quoi, mettons, mettre un peu en contexte un peu les genres de tâches que tu fais, mettons, dans tes semaines là, en termes de. Parce que là, c'est ça, tantôt, off-cam, on a parlé un peu, finalement, tu fais un petit peu moins maintenant, beaucoup de dev, mais t'es plus dans la vente. Fait que tu sais, mettons, à quoi ça ressemble ton classiquement. Je pense là? que le contexte est quand même important, là, puis c'est définitivement pas un sales pitch que je viens faire. Là. Mais tu sais, chez Corem, dans le fond, nous, on est axé revente et intégration de solutions. Fait que, des données, des logiciels, des API, bon, enrobé avec du service professionnel expert en géomatique. Donc, moi, en ce qui me concerne, je suis vraiment dans l'équipe des ventes. J'ai un background technique. J'ai étudié en géographie, en géomatique. Fait que je comprends ce qu'on vend. Donc, pour répondre à ta question, mes tâches,
C'est beaucoup d'interagir avec mes clients, m'assurer que tout est en ordre, qu'on réponde bien à leurs besoins, mais aussi que les équipes internes et externes puissent se parler correctement, qu'on cerne bien leurs besoins d'affaires avec notre portfolio de solutions qui est assez large. Là. Donc, mes interactions, je te dirais, au day-to-day, c'est de la communication OK. à 102%. OK. Finalement. OK, tant que ça, OK. Ouais. Puis, mettons, as-tu trouvé que l'université t'a bien préparé à faire ce genre de pont-là de communication? Définitivement pas. Là. Faut se remettre aussi en contexte. Puis dans mon contexte à l'époque, comme je te disais, moi j'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui s'appelait plein air, nature et compagnie. Puis je pense pas me tromper en disant qu'il y a beaucoup de biologistes, de géographes, d'ingénieurs forestiers qui sont allés étudier dans ces domaines-là parce que c'est ce qu'ils aimaient aussi, puis c'est tout à fait correct. Ceci étant dit, la réalité d'un géographe va pas toujours être reliée à un travail en environnement, un travail de terrain, un travail d'aménagiste ou même d'urbaniste. Il y a beaucoup de géographes qui sont membres de l'ordre des urbanistes. Donc, il y a beaucoup de gens en géographie, puis je passe un peu par Chicoutimi pour aller à Rome, là, mais il y a beaucoup de géographes qui ont pris une branche un petit peu plus comme la mienne, c'est-à-dire en géomatique. Tout ce qui s'appelle information géographique, le pendant géographique, si on veut, de l'informatique. Puis ces gens-là... OK, fait que la géomatique, juste pour faire un aparté, Ouais. c'est vraiment l'aspect utiliser les données géographiques pour les valoriser, mettons, dans un cadre informatique. Tout à fait. C'est OK. la science, dans le fond, qui valorise le contenu géographique en informatique. Ah, OK. Ouais, exact. OK. Donc, c'est un bon point que tu amènes. Ouais, ben c'est ça pour la Ouais. distinction. Pour moi, c'était comme un peu Ouais. nébuleux. Mais je pensais que géomatique, c'était plus au niveau, mettons, de la prise de données géographiques. Mettons, c'est comme ça que je voyais ça. Mettons, tu sais, ceux qui ont les espèces de. Ouais. Ben, en fait, l'arpentage, Exactement ça, hein. ça fait définitivement partie des sciences géomatiques. OK. C'est une branche à part qui va utiliser pas tout à fait les mêmes logiciels, pas tout à fait les mêmes équipements, mais qu'au final, ramasse une coordonnée X, Y, Z, puis la place dans l'espace, puis dans le temps. OK. Donc, que tu sois un géographe, un arpenteur, un ingénieur en géomatique, à la fin de tout ça, tu travailles avec de l'information géographique, peu importe comment tu collectes tout à stock. Là. OK. C'est vraiment juste finalement le paradigme où tu te positionnes dans la chaîne de valeur Tout à fait. des données. Là. Tout à fait, oui, exactement. OK. Donc, moi, je suis géographe, mais j'ai toujours étudié et travaillé en géomatique. Ce qui fait que je me rapproche, au niveau discours, je vais plus me rapprocher d'un informaticien ou de quelqu'un qui va travailler au niveau des bases de données, que certains géographes qui, eux, vont ressembler plus des fois à des anthropologues ou à des biologistes par rapport à ce qu'ils font au day-to-day. Là. OK. Mm. On fait sa parenthèse. Oui, vas-y. Fait que là, tu disais, mettons, là, t'étais. Parce qu'on avait fait comme deux parenthèses. Mhm. Fait que là, dans ton day-to-day, tu utilises principalement les données, mettons, ou tu valorises. En fait, tu essaies de vendre des services qui valorisent ces données-là. C'est ça? En fait, on réussit très bien à vendre ces services-là. Ouais, excuse-moi, l'essai était peut-être pas bon, là. Ouais, mais finalement, mais- finalement c'est de valoriser Ouais. les données géographiques Tout à fait. pour finalement des clients quelconques. Là. Ben, en fait, Ok. je peux donner des exemples très concrets. Ouais, mettons là, pour le mettre pour, dans ce contexte un ouais. peu. Là. Ben, au courant de l'hiver, il y a probablement beaucoup de gens qui ont utilisé l'application Infopan d'Hydro-Québec. Ouais, ok. Ben, nous, en fait, on est partenaire avec Google. Donc, la licence Google qui est le moteur finalement de cette application-là, ben, c'est nous qui l'intégrons chez Hydro-Québec. Ok. C'est une application qui est mécaniquement assez simple, là, on s'entend. Par contre, des fois, dans des choses un petit peu plus complexes, puis qui peuvent être moins perceptibles à l'œil nu pour le commun des mortels, mais qui est de la géomatique quand même. Je peux vous donner l'exemple de Bell, donc le fournisseur de télécommunications. C'est une entreprise, par exemple, qui va chez Bell pour avoir une soumission pour service de téléphonie, service de fibre ou d'Internet. Il est très probable que la première chose qu'ils te demandent, c'est ton adresse. Pourquoi? Parce qu'avec cette adresse-là, ils sont capables de te localiser. Ce qu'on appelle en bon français du géocodage. Donc, passer d'une adresse à une coordonnée géographique. Puis de là, part un paquet d'analyses. Est-ce que la fibre est rendue dans ce building-là? Si oui, parfait, je peux te faire ce prix-là. Sinon, combien ça coûte aller l'implanter? Est-ce que je le charge au client parce que je ne suis pas tellement bon dans ce secteur-là? J'ai combien de clients sur ce segment de rue-là? Etc., etc. Donc, tout part d'une adresse qui est localisée. Donc, ça, c'est un exemple, en fait, de géomatique très appliqué là, au domaine des affaires. Puis
c'est une des choses qu'on fait très bien chez Corem, entre autres. Il y a d'autres champs d'expertise, là, mais ça, c'est un exemple, je dirais, grand public. Là. OK. Mm. Puis au niveau de. Tu sais, mettons, présentement, on parle beaucoup des avancées justement du data Mhm. science. Tout. C'est quoi, Mhm. mettons, qui est en train de s'en venir beaucoup pour la géomatique, Ouais. de la valorisation des données de ça finalement? Oui, c'est une bonne question. En fait, on s'est rendu compte au fil du temps que je peux donner un exemple d'immobilier, real estate, là, où des data scientists, un petit peu avec ton profil, des gens qui connaissent très très bien la mécanique de traitement de données pour sortir des tendances, pour prendre des actions basées sur de la donnée, se sont rendus compte qu'avec de l'information géographique, donc la localisation par exemple, de points d'intérêt, de restaurants, de commerces, entourant, là je reviens encore à l'adresse, mais entourant un building, que ce soit un building commercial ou résidentiel, sont capables de sortir des tendances qu'ils n'étaient pas capables de voir avant. Donc, j'ai combien de restaurants pas dans un rayon, mais vraiment à distance de marche basé sur le réseau routier. J'ai combien de restaurants pour desservir cette adresse-là. Donc ça, c'est une valeur qui n'est pas nécessairement foncière. C'est une valeur qui est commerciale. Puis ça, ce genre d'analyse-là est très géographique, mais aussi croisé avec justement des modèles d'apprentissage profond et compagnie. Là. Je suis pas assez calé en machine learning pour te donner tous les détails de la mécanique de tout ça, mais c'est le genre d'application qui ressort beaucoup là, ces temps-ci. Là. Qui fait finalement un peu comme être capable d'avoir un meilleur mapping. Compter une meilleure histoire finalement pour une personne qui part d'un point A pour dire qu'est-ce qu'il y a autour de moi puis que je peux aller chercher. Oui, tout à fait. Ok. Ben, au niveau cartographique, ça se fait assez bien. Maintenant, il y a des idées de croiser ça avec un forecast démographique global d'un certain secteur, ajouter aussi la valeur foncière et marchande, si on veut, de produits ou d'adresses comparables. Là. Mhm. Donc, tu sais, sky's the limit, là, mais ça, c'est un exemple en fait qu'on voit souvent. Prévision de trafic aussi. Ouais. Donc ça, il y a beaucoup de gros joueurs là, sur le marché. Tout le monde pense à Google, mais il y en a d'autres Il y en a là, vraiment d'autres que ça. Là. qui utilisent ce type de mécanique-là pour Avec bâtir le positionnement, finalement, Tout à c'est fait. ça. Là. Exact. Justement, dernièrement, j'ai vu, il y a du monde qui a commencé à faire du. Tu sais, comme il y a beaucoup les fake news et tout ça, Mhm. à faire du fake traffic. Fait que c'est un Ouais. gars qui part avec Ouais. son petit carrosse, Mhm. avec plein de téléphones Ouais. cellulaires, il fait juste marcher sur une rue, non-stop, jusqu'à temps qu'il crée finalement une congestion, puis que tous les gens sont redirigés ailleurs, mais physiquement, il n'y a personne qui est là. Hein. Je suis tout à fait content que tu poses cette question-là. Je t'explique. Google, pour bien des gens, c'est la plateforme géographique, puis au niveau du trafic, des points d'intérêt et compagnie. Puis Google, soyons clairs, c'est très bon. Par contre, il y a d'autres joueurs, un qu'on connaît moins, entre autres, qui s'appelle Ear, qui s'appelait Navmart avant, qui était la division cartographique de Nokia, qui a changé de main quelques fois, puis eux, dans leurs données de trafic, il y a moyen de savoir les cellulaires, parce que c'est les cellulaires Ouais, eux-mêmes c'est ça, qui produisent la donnée, ouais. là, est-ce qu'ils sont tous dans un même véhicule, OK. de par la proximité, ou est-ce qu'il y en a un qui est connecté à un Bluetooth, par exemple? Donc, ils sont capables d'enlever ce bruit-là, puis ces faux positifs-là dont tu parles, là, qui est passé dans les nouvelles récemment. Donc, il y a quand même moyen de mitiger, si on veut, ce risque de faux positifs-là. Là, Effectivement, j'avais jamais pensé à ça. C'est un faux positif parce que si, Ouais. mettons, on est 5 dans un auto puis qu'on passe tous 5 dans un auto, ben, automatiquement, il pense qu'il y a 20 téléphones pour 4 autos. Mais non, Ouais. en fait, il y a juste 4 autos finalement. Exact. Effectivement, j'avais jamais Donc, pas jamais ça de même. Ouais. Donc, ça se gère. Ok. Puis, encore une fois, Google fait du bon boulot, mais il y en a d'autres là, qui sont capables d'ajouter ce filtre-là supplémentaire là, par rapport à. Pour éviter les faux positifs et avoir C'est une ça, vision vraie, là, finalement. Ouais. Une représentation réelle de exact. ce qui se passe finalement. Là. Exact. OK. Puis tu sais, t'en as parlé un peu finalement, tu as beaucoup fait de programmation au niveau de beaucoup du parcours, de ton parcours universitaire que tu as appris à programmer ou c'était à l'extérieur ou... Ben, moi, j'ai jamais été un grand développeur, là, un grand codeur. Je t'explique pourquoi. C'est pas par manque d'intérêt. C'est que dans le domaine de la géomatique, il y a plusieurs outils que certains appellent des ETL, Extract, Transform, Load. Ok. Dans le passé, c'était surtout des genres d'applications qui étaient à même des bases de données. Donc, les Oracle de ce monde, les Microsoft SQL Server offraient puis offrent toujours là, des ETL. Mais il y a des organisations, je dirais, intelligentes et visionnaires qui ont vraiment créé
des ETL, des outils pour l'analyste. Donc, pour créer des jobs répétitifs, pour aussi être capable de modéliser des workflows, des data flows visuellement, donc enlever l'aspect codage, pas à 100%, mais dans une certaine mesure, ce qui fait que ça démocratise beaucoup l'accès à la donnée. OK. Moi, j'ai fait partie de cette, je dirais, cohorte-là qui ont appris à travailler avec des ETL, pour en nommer quelques-uns, là, les FME, Alteryx de ce monde, qui sont des gros joueurs là, dans le domaine géo. Donc, un ETL traditionnel, tu sais, pour filtrer, pour enlever des colonnes, faire des opérations assez traditionnelles, mais aussi avec des capacités géographiques. Donc, je parlais tantôt générer des distances à partir d'un réseau routier, en bon français, des drive time, donc en auto, combien de temps ça peut prendre, etc. Mettre des contraintes dans le réseau routier pour avoir un temps de conduite vrai. Donc, tout ça étant dit, ces outils-là ont encore une fois démocratisé et rendu disponibles. On donnait accès finalement aux données à des gens qui n'étaient pas nécessairement en mesure de coder de par leur formation, ce qui était mon cas à l'époque. Là. Donc, c'est de cette façon-là que j'ai un petit peu contourné mes lacunes en développement pur, mais que j'étais quand même capable de comprendre le data flow, le workflow finalement. Mais ce qui est correct Ouais, aussi, là, ouais. on peut pas tous être des programmeurs Exact. en train de coder du C++ en arrière. Là, Non, c'est c'est ça. tout à fait normal. Je pense que c'est un peu l'idée souvent. Le processus de démocratiser quelque chose passe souvent par là. C'est pas pour rien maintenant qu'il y a du AutoML, des affaires comme ça, parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui va pouvoir le faire. Puis quand tu vas vouloir ouvrir la machine, ben, c'est là que quelqu'un d'autre va pouvoir arriver à faire ce rôle-là. Parce que tu peux pas connaître les 10 rôles, ça n'a juste pas, pas de sens. Là, Tout sinon, à fait. là, ça devient interminable pour tout le monde. Puis, mettons, ça ressemble à quoi, mettons, un mandat où est-ce qu'on voudrait valoriser des données géographiques? Ouais. Mettons, c'est quoi habituellement qu'on essaie de penser en tant qu'entreprise? Comment on peut valoriser ce genre de données-là si, mettons, je suis une entreprise qui en a? Ben, moi, ce que j'essaie le plus de faire comprendre à mes clients, c'est que, écoute, c'est vrai pour tout ce qui s'appelle intelligence artificielle, c'est vrai pour tout ce qui s'appelle géo, c'est vrai pour tout ce qui s'appelle UI, UX, si on veut, là, ça prend un besoin d'affaires. Fait que moi, quand même, que j'aille pousser toutes les données imaginables de la Terre, puis faire un pitch fantastique là, sur comment c'est beau et fin la géomatique, je crois que définitivement, pour les entreprises, ça prend un besoin d'affaires. La beauté de la chose, c'est que des besoins, il y en a beaucoup, mais moi, je commence toujours avec ça. Pour répondre peut-être un petit peu plus concrètement à ta question, euh, nous, je te dirais là, quelque chose qui est nouveau puis qui ne l'est pas en même temps, c'est tout ce qui s'appelle gestion de flotte de camions. Okay. Puis, en bon français, là, le driving score, donc le score de conduite, qui ressemble beaucoup à ce que Desjardins ont fait avec Ajusto. Okay, pour, mettons, une compagnie de logistique, mettons, Bon. qui a comme 150 chauffeurs puis qui envoie ses chauffeurs dans des zones. Là. Exactement. Un exemple que je peux te donner, il y a des entreprises qui ont 150 chauffeurs, il y a des entreprises qui ont 550 000 chauffeurs. Wow. Et Amazon, entre autres, les Uber Eats, YouEat, Foodora, exact. C'est une compagnie, là. Donc, ces entreprises-là ont un besoin immense en géomatique pour avoir un réseau routier fiable, être sûr de pouvoir fournir le bon estimé en termes de temps de livraison. C'est beaucoup d'argent, on s'entend. C'est de l'essence, c'est du risque, etc. Mais aussi s'assurer que les livreurs eux-mêmes sont en sécurité et respectent le code de la sécurité routière. Ouais, qu'il n'y a pas quelqu'un qui brûle des stops non-stop. Là, et qui respecte les limites de vitesse. Il y a un paquet de composantes là-dedans. Puis ça, je te dirais que c'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur. S'assurer que les flottes de camions, que les flottes véhiculaires soient en mesure de livrer à temps, mais aussi en sécurité. Il y a de plus en plus de livraisons qui arrivent actuellement en Amérique du Nord, en Europe. Donc ça, c'est des mandats qu'on commence à avoir de plus en plus, puis qu'il y a énormément d'intérêt pour le réseau routier là, dont je te parlais, là, qui peut être un jeu de données en soi, finalement. Le réseau routier, tu parles vraiment comme les routes du MTQ. Là. Tout à fait. Okay. Ou les routes, toute catégorie confondues. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça, c'est de la donnée qui existe sous forme d'API, sous forme de jeu de données, puis qui peut être utilisé là, pour ce genre de cas d'utilisation-là. Là. OK. Donc, il y a des entreprises qui vont donner des bonis à celui qui va livrer le plus vite, mais il y en a aussi qui vont donner des bonis à ceux qui vont livrer le plus vite, mais le plus en sécurité possible aussi. Là. Donc, ça fait partie, encore une fois, d'expérience client. C'est caché des fois en arrière de plusieurs couches d'informations,
mais ça peut être un cas d'utilisation. En fait, c'est des cas d'utilisation qui fonctionnent actuellement. C'est vrai, pis on s'en rend pas compte, mais tu sais, des fois, genre, justement, moi, je suis plus un utilisateur de l'autobus, là, fait que, tu sais, juste des fois, j'ouvre la maudite application du RTC, puis il me dit là dans 2 minutes, mais finalement, il est là dans 4 minutes, tu sais, il n'y a rien de frustrant que ça, là. Tout à fait. Tu sais, puis finalement, d'estimer ce genre de temps-là, c'est tout le temps, finalement, c'est une forme d'argent, là, tu sais, money, souvent, le temps, c'est souvent de l'argent, fait que, tu sais, comment on orchestre ça, j'avais jamais pensé, finalement, que c'était ce genre de données-là, pouvait être utilisé dans ce genre de contexte-là. On y pense pas, je pensais juste à un GPS, puis ça arrêtait là, finalement, là, tu sais. Où est-ce qu'il est rendu, mais effectivement, pour estimer le temps, il faut que tu sois capable de prédire c'est quoi le flot de circulation puis tout ça. Là. Exactement. Donc, ça c'est de la donnée qui est créée à toutes les secondes partout sur Terre, puis qui sert pour des cas de ce type-là. Il y en a d'autres, là, mais ça, je te dirais que c'est relativement nouveau. Puis c'est assez intéressant pour beaucoup d'entreprises. On a le cas de l'assurance au Québec. Ouais, mais il y en a d'autres qui sont plus au niveau, encore une fois, logistique. Là. Okay. Donc ça peut être un exemple intéressant. J'ai parlé de l'exemple de Bell au niveau du géocodage. La classique, là, je dirais, ce qui est un petit peu moins notre pain et notre beurre là, chez Corem, mais tout ce qui s'appelle foresterie, tu parlais de l'arpentage, les mines. Donc ça, c'est des domaines traditionnellement où les gens travaillaient beaucoup avec des cartes pour des obligations légales. Tu n'as pas le choix d'avoir un cadastre pour construire une mine. Okay. T'as pas le choix d'avoir un cadastre pour construire une maison. Bon, ouais. au niveau forestier, c'est un petit peu la même chose. Il y a carrément des lots qui sont attribués à des qu'on appelait historiquement des contrats d'aménagement et d'approvisionnement forestier qui sont définis sur le territoire québécois. Donc, avec une possibilité forestière, c'est quoi le volume de bois sur ce territoire-là? Donc, c'est quoi la valeur potentielle de sortir du bois, bon, etc. etc. Mais tout part d'une carte, tout part d'un... Non, telle zone à telle zone à telle zone à telle zone. Exact. Okay. Exact. Donc, ça, c'est des exemples, je dirais, concrets qui sont utilisés par le Canadien puis le Québécois moyen là, au day-to-day. Puis on s'en rend vraiment pas compte de toutes ces données-là, finalement. Là, je veux dire, je vais recommencer ma phrase. Tu te rends pas compte à quel point tu génères des données finalement GPS ou de location à chaque seconde avec ton téléphone? Là, c'est quand même assez impressionnant. Là. C'est un point vraiment important que tu amènes. On dit souvent que le prochain... Je vais essayer de le dire correctement, mais le prochain million d'utilisateurs d'un SIG, d'un système d'information géographique, qui est l'outil, en fait, de cartographie, de gestion de données, si on veut, peu importe le logiciel. Là. Le prochain million d'utilisateurs de ce type de solution-là se rendront pas compte qu'ils servent d'un SIG. Donc, c'est rendu extrêmement démocratisé, c'est accessible pour le commun des mortels. Pour trouver l'adresse aujourd'hui, je me suis servi d'un SIG, moi je le savais, mais il y a des gens qui s'en servent à tous les jours sans le savoir, puis qui pensent, encore une fois, que ça prend juste un GPS, puis tout arrive par magie, mais behind the scenes, là, il y a beaucoup de travail à faire, là, et en continu. Là. Y a-tu une standardisation des informations, des données, finalement, ou c'est standard international? Bon, il y a des standards de partage de données, par contre, il y a des formats, de fichiers. Il y a des formats de base de données aussi. Il y a des bases de données qui vont gérer l'aspect géospatial. Par exemple, Oracle, Microsoft ont des bases de données qui vont gérer ce type de données-là. Ça a l'air assez complexe à gérer ça, des données géospatiales, à ce que j'ai compris. Oui, en fait, ça aussi, c'est un point... c'est un gros problème informatique. Là. Écoute, c'est un très très bon point que tu amènes. Depuis le big data, par exemple, là, que ça fait quand même quelques années qu'on en parle, puis bon, il y a des entreprises qui se sont plantées à l'enfer, d'autres qui le font très bien. Mais le big data dans le domaine géomatique, il y a très 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 peu d'entreprises qui le font parce que gérer de la donnée géomatique, c'est complexe. C'est vraiment complexe. Là. Moi, dans le big data, là, les entreprises que je connais qui en font de la géomatique, c'est des gros noms comme Visa puis Bell. Donc, sous la barre de ça devient difficile à opérer parce que ça prend des machines extraordinaires, des gens très compétents. Ça prend de place aussi. Là. Bon, exact. Puis ça prend encore une fois un cas d'utilisation business, sinon ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est de la donnée qui est très difficile à gérer. Un cas très, très, très clair là, de comment difficile ça peut être de gérer de la donnée de ce type-là. Un des gros joueurs qui était en arrière de Google Maps, j'oublie son nom, là, mais a fait le saut chez Uber. Il y a quelques années, là, écoute, je vais dire 3-4 ans,
Puis il était en charge de recréer carrément un environnement virtuel pour Uber pour pouvoir se débarrasser de Google, qui était la plus grosse dépense de Uber à l'époque. OK. Puis c'était un gars très compétent, là, encore une fois, j'oublie son nom, mais lui, il était là quelques temps, puis à un moment donné, il a tout simplement quitté le navire parce que rebâtir tout ça, l'historique, le trafic, réseau routier, les sens uniques, pense à tout ce que Google peut offrir dans un environnement de navigation. Je parle de Google, mais il y en a d'autres comme TomTom, Ear, dont je parlais tantôt. C'est des années de travail. C'est là. des décennies de travail. Il y a beaucoup d'argent investi. Là. Des milliards là, en recherche et développement. Donc, Uber ont quand même les poches profondes. Mais pas Puis tant que ça. ça a quand même été extrêmement difficile Ok. de sortir de l'environnement de Google. Puis la preuve, c'est que moi, quand je commande un Uber avec mon téléphone, c'est encore Google qui est là comme fond de carte. Fait que, ce qui n'est pas de mauvaise chose en soi, là, mais c'est pour dire à quel point ça peut être difficile de recréer un environnement technologique, géomatique de grande ampleur. Là. C'est vraiment beaucoup de travail, puis c'est de la donnée qui est singulière. Là. Ouais, puis c'est aussi juste. C'est parce que surtout, mettons, on repasse à comment t'encodes des noms dans un ordinateur. Je veux dire, déjà là, c'est en base 2, non en base 10. Fait que si tu perds juste un bit à quelque part, là, ben, tu viens peut-être de te retrouver 10 km plus haut à cause de ça. À cause justement de ça dont je dis, là, ça peut facilement. Fait que t'es rendu de l'autre bord. Puis il y a des exemples de ça, mettons, surtout des villes où est-ce que. Je me rappelle un moment donné, j'avais un problème, puis c'était avec des données géomatiques, justement, puis je rentrais l'adresse, c'était clairement le Québec, mais quand je rentrais le titre dont je me ramassais en Alberta. Puis c'était juste que, tu sais, finalement, c'était probablement quelque part qu'il y avait quelque chose que j'avais juste perdu, juste un chiffre à quelque part, puis là, je me ramassais vraiment à l'autre bout du monde, tu sais, finalement. Là. Ah, puis écoute, le diable est vraiment dans les détails pour ce genre d'application-là. De la manière même que la donnée géographique, donc un polygone, là, si on veut, un secteur va être fait. C'est une liste, finalement, dans une base de données qui est dans un format, dans un champ spécifique. Mais là, commencer à gérer des listes dans une colonne, mettre ça dans un format digeste, je te dirais, pour le commun des mortels, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de chiffres, puis les gens ont des attentes aussi. Oui, C'est c'est ça, des données faciles à gérer comme tout le reste des données. Là. Bon, exact, que ce soit au niveau technique ou au niveau du consommateur, en bon français, en public facing, les gens, j'ai entendu une collègue récemment qui disait que les consommateurs sont rendus des monstres. S'attendent à ne plus faire de fil, s'attendent à ce que ça aille vite, que tout est au bout du doigt. Mais dans les faits, en arrière, il y a beaucoup de travail à faire. Puis c'est en fonction de ces attentes-là qu'il faut relever notre jeu d'un cran. Là. Mais dans cette optique-là, puis vraiment pour cet aspect-là, je suis content que tu en parles. C'est de la donnée qui est pas facile à gérer à proprement dit. Ouais, ben c'est beaucoup aussi l'expérience que j'avais eue, ben, les échos que j'avais eus de gens qui avaient travaillé avec ça. Puis c'est surtout difficile à modéliser aussi, que j'avais compris beaucoup aussi. Puis c'est pas, mettons, j'ai un collègue certains qui travaille des données comme ça pour faire du machine learning, puis il essaie d'utiliser des méthodes, mettons, classiques là, de deep learning, etc. Il y a beaucoup là-dedans, mais des fois, c'est entre une latitude entre un point A et un point B, la différence n'est pas si grande que ça, que c'est difficile à modéliser comme dans un vecteur, mettons, d'information. Parce que pour un humain, mettons, t'es comme, ah ben oui, là, tu le vois finalement sur une carte, mais pour un ordinateur, c'est mettons, c'est la sixième décimale qui a un impact. Fait que là, bonne chance d'essayer de donner un signal qui est différent à un modèle, finalement. Là, c'est la même chose que tu viens de donner quasiment. Là, non, tu as tout à fait raison. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi bon, les différents paliers de gouvernement, puis c'est vrai aux États-Unis puis au Canada, ont souvent regroupé dans des territoires définis. Bon, l'information, par exemple, l'information démographique, je pense à Statistique Canada, qui ont créé ce qu'on appelle l'ère de diffusion, qui est un secteur de recensement qui comporte à peu près là, 400 humains, là, si on veut, qui est défini dans l'espace. Puis plutôt qu'essayer d'avoir de l'information à chaque porte, dans un premier temps, ça ne respecte pas certaines lois par rapport à la confidentialité de l'information. Effectivement, de savoir c'est combien de personnes dans cette porte-là. Bon, exact. Aux États-Unis, c'est complètement différent, mais au Canada, tout est regroupé. C'est juste un polygone, finalement. C'est l'information par polygone. Exactement. C'est le plus granulaire que tu peux descendre publiquement. Tout à fait. J'imagine à l'interne, tu regardes le plus granulaire, non. mais publiquement. Même pas? Non, en fait, le plus bas qu'on peut aller chercher, dans certains cas, c'est au code postal 6 chiffres. Ceci étant dit, souvent, c'est de la donnée qui va être dérivée de l'heure de diffusion pour aller au code postal 6 chiffres. Ça dépend vraiment des cas. L'idée, c'est de ne pas aller à l'adresse, c'est surtout pas d'aller à l'individu. On a des lois au Canada que je trouve tout à fait correctes qui empêchent les organisations, les gouvernements d'aller à l'individu pour laisser une certaine latitude, sans mauvais jeu de mots, là, aux citoyens canadiens.
aux États-Unis, il y a des API qui existent où tu tapes une adresse, puis tu as le nom de la personne, c'est qui le prêteur hypothécaire, y a-tu un chien, c'est quoi le nom de sa femme, puis c'est quel auto qu'il y a dans le cours. Donc, C'est beaucoup d'informations. C'est beaucoup d'informations. Par contre, on peut voir ça comme une intrusion dans la vie privée. Sauf qu'inversement, moi, d'une certaine manière, j'ai une certaine certitude que les gens qui vont m'approcher pour me vendre des affaires, me passer des flyers et compagnie, vont savoir à qui ils s'adressent, puis j'aurai sûrement pas trop de cochonneries que je vais mettre dans le recyclage. Donc, il y a il y a un compromis finalement d'avoir de la publicité plus sélective, mais peut-être que c'est moins du garbage, ça va peut-être vraiment être important pour moi. Bon, il y a cet aspect-là. Par contre, on peut prendre un aspect plus clair comme celui d'Ajusto. Dans le fond, Ajusto, ce qu'il fait, c'est qu'il collecte de l'information pratiquement au niveau de l'individu. Puis, en fait, il y a d'autres driving scores, si on veut, qui existent sur le marché là, en passant. Là. Mais cette information-là te permet de payer le juste prix pour ce que toi tu fais, tandis que plutôt que de payer pour toutes les folies que les gens ont faites avec leur auto dans ce secteur-là, basé sur le risque de ci ou de ça. Donc, ça devient plus factuel. Puis, les gens peuvent quand même en bénéficier. Donc, je me prononcerai pas à savoir si je suis pour ou contre tout ça. Par contre, il y a quand même deux aspects, si on veut, la confidentialité de la donnée là, dans ce cas-ci. Mais il y avait, entre autres, ça c'est un petit peu plus mon secteur, justement, l'assurance. Puis il y avait, à un moment donné, justement, je ne me rappelle plus à quel moment j'ai dit ça avec ça. En fait, le premier programme, ça a été Mobilise, qui était avec Industrial Alliance, ça sera Habitation. Puis eux autres, finalement, non, c'était avec eux autres. En tout cas, je pense que c'est avec eux autres. Oui, c'était les premiers, mais c'est avec eux autres, j'avais discuté de ça, mais le MTQ, à un moment donné, s'était intéressé à cette question-là, justement, de faire du GPS, puis essayer de. Eux autres, ils arrêtent finalement toutes les données du Québec, de l'ensemble. C'est ça qui était ça l'objectif du projet pilote. Puis d'être capable de mapper les cartes, les zones, les rues qui sont dangereuses. Puis de dire, cette rue-là, on voit qu'il y a beaucoup de congestion. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer? Mais le gros point qui avait ressorti, c'était trop de données confidentielles, puis se sont fait. Finalement, le projet n'a pas eu lieu. Mais c'était quand même un beau compromis de dire, OK, oui, on enlève finalement un peu de droit individuel pour aller chercher un droit collectif de finalement rendre toutes les routes plus sécuritaires. Mais c'était vraiment intéressant le compromis. Je ne sais pas s'il y a d'évolution qui va se passer dans le futur par rapport justement, là, on est beaucoup dans ces contextes-là. Il y en a de l'évolution qui a été faite au niveau en fait, de ce type-là. Ça n'a pas été relié en fait à Mobilis d'Industrial Alliance. Là, mais écoute, de la donnée qui est gratuite, qui est accessible pour le commun des mortels, c'est celle de la Société de l'assurance auto du Québec. Donc, à chaque fois qu'il y a un accident qui implique... écoute, je me souviens plus de tous les détails. Je pense qu'il a été rapporté. Il faut que ce soit rapporté par la police. Par la police, exact. Mais je me demande s'il faut pas les assureurs aussi, je pense qu'ils les montent, parce que tu as le fichier central des sinistres. Ouais. Mais il y a moins d'informations. C'est ça. Mais je sais que, mettons, la Ville de Montréal, on les datasets de tous les accidents ou les contraventions, ou en tout cas un des deux, ou les deux peut-être, sur tout son territoire, puis ça monte à différents paliers. Bon, comme ça aussi, exactement. Cette information-là, elle est géographique souvent. Il y a possibilité de la rendre disponible sur une carte quand on a l'adresse ou quand on a à tout le moins l'intersection où ça s'est passé. Donc, déjà là, au moins, on peut avoir une idée de où sont les accidents. Québec, c'est facile. Là. C'est tout sur le boulevard Charest, point à peu près l'Angelier, dans le stretch entre l'Angelier, puis la rue Saint-Paul. Bref, c'est pas là que je voulais en venir, mais dans le fond, ça s'améliore, sauf que quand c'est une compagnie qui est privée, qui va collecter de l'information sur ses clients, après ça, la rendre disponible, ça, par contre, c'est sûr que ça arrivera pas, que ce soit les Industriels Alliance, Desjardins ou Intact, c'est sûr que ça arrivera pas. Là. Ce qui est correct aussi en soi. Là. Ça reste des données confidentielles. Tu peux littéralement tracker quelqu'un. Oui. Publiquement. Tandis que là, mettons, je le fais, mon téléphone, il me track, oui, mais tu sais, c'est pas publiquement. Fait qu'il y a une grosse nuance avec ça. Exact. Mais c'est juste quand même effectivement intéressant. Je me rappelle, c'est vrai, je pense à ça, ça me fait penser justement, puis c'est vrai que tu soulèves le point, parce que je me rappelle, j'avais eu un moment donné, je pense que c'est dans la dernière année ou il y a les deux dernières années, justement quelqu'un qui était mort à Montréal à une intersection, puis on disait c'est la rue la plus dangereuse, puis là, arrêtait pas de taper ses doigts, aussi, puis il y avait aussi pas longtemps après à Québec, là, sur une femme enceinte qui avait passé à une intersection. Sur exactement ça. Puis là, finalement, les gens avaient comme commencé à ressortir ces données-là, puis avaient fait des cartes interactives pour voir les zones les plus dangereuses. Puis tu sais, je trouve ça juste dommage que finalement, c'est une initiative plus citoyenne que ministérielle. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas ce pont-là qui se fasse, que finalement, c'est pas la MTQ qui arrive et dit voici nos routes dangereuses, voici qu'est-ce qu'on va améliorer dans notre plan de développement. Ce que tu dis est tout à fait vrai, sauf que
tu oublies un aspect qui est très important, c'est que le MTQ a juridiction sur les routes à numéros, donc celle qui va gérer. Et non Dans- les villes, c'est dans vrai, le- c'est les villes, les autres. Dans le cas Boulevard Laurier, c'est les villes. dans le cas du boulevard Laurier, je pense pas me tromper en disant que c'est une route à numéro, par contre. Je me souviens pas laquelle, là. Il y a, par exemple, le boulevard Sainte-Anne, c'est la 138. Donc, il y a quand même. Mais il y a plusieurs nuances quand c'est dans le territoire d'une ville, qui gère quoi et comment. Je suis pas dans le secret des dieux, je l'ai pas par cœur. Par contre, ça, c'est très, très géographique comme analyse. Là. Ouais. Mais ce que tu dis est tout à fait vrai. Maintenant, à quel point cette donnée-là, faut que ça tombe dans des bonnes mains. Tu sais. Ouais, exactement, Donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui est fait. Moi, c'est moins mon pain puis mon bar, mais il y a beaucoup de travail qui est fait pour justement qui produit la donnée, qui la consomme, mais aussi qu'est-ce qui se passe entre les deux. Là. Mhm. Les manipulations, la désinformation, bon, ça se passe des médias, mais ça se passe beaucoup au niveau de la donnée aussi. Là. Donc, ça, c'est un travail qui est quand même pas négligeable, là, je pense, pour rendre l'information accessible à des gens, surtout au grand public, qui ont des opinions, qui vont prendre des décisions, mais aussi à nos décideurs. Là. Donc, c'est assez complexe, là, puis beaucoup, je pense, il y a un gros volet légal relié à tout ça, puis il y a beaucoup d'avocats qui se spécialisent dans le droit de la donnée, puis comment l'utiliser, comment la diffuser. Moi, c'est moins mon pain puis mon beurre, mais je sais qu'il y a beaucoup de travail qui est fait là, avant qu'un jeu de données soit rendu disponible pour le commun des mortels. Ouais, ouais. Ben, justement, bon, même, je sais pas, juste avoir ton avis là-dessus. Tu sais, mettons, au niveau des données géomatiques, y en a-tu beaucoup que tu connais qui sont publiques? Puis c'est quoi ton point de vue, mettons, par rapport à ça, tout ce qui est l'open source, finalement, des données? Ouais. En fait, il y a beaucoup de jeux de données qui sont très bons, des jeux de données open source qui sont très très bons. Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est celui de Statistique Canada. Statistique Canada, on a la chance d'avoir une institution qui est robuste, Puis qui est incroyable, il fait sérieuse, une incroyable qui job, fait là. du très 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 bon boulot, tu sais, from coast to coast. Ceci étant dit, on a fait des projets avec la donnée de Statistique Canada qui est encore une fois très pertinente, très bonne. Le seul défaut de cette donnée-là, c'est de la rendre, encore une fois, on en parlait un petit peu plus tôt avant de brancher le micro, de mettre ça en production. Ouais. Donc, Ouais. commencer à recroiser toutes les clés, s'assurer qu'on a un jeu de données propre, opérationnel et compagnie, parfait. La réalité, c'est qu'il y a des entreprises privées qui prennent cette donnée-là, qui la repackage, puis qui s'assurent qu'il est facilement accessible, digeste, puis qu'il y a même des estimées projections, c'est un genre de valeur ajoutée si on veut, qui sont à même la donnée. Donc, il y a vraiment deux pendants. Il y a la donnée brute qui est très bonne, puis c'est là-dedans, je crois que la valeur se trouve. Maintenant, au niveau de l'accessibilité puis de la mise en production, c'est un enjeu majeur là, dans le monde des données, si on veut, là, de mettre ça en production. Donc, il y a vraiment, c'est un couteau à double tranchant. Puis de l'autre côté, ben, il y a beaucoup de jeux de données open source qui sont très ordinaires. Je pense pas me tromper en disant qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent la donnée de OpenStreetMap qui est loin d'être mauvaise, soyons clairs, mais des fois pour des applications plus business, bon, de par le modèle de création, on peut pas arriver au même résultat qu'un jeu de données propriétaire. Effectivement. Par contre, on serait fou de s'en passer. Là. Je veux dire, c'est gratuit, ça fait le boulot, puis je pense que ça contribue quand même globalement à faire évoluer la science géomatique. Donc, moi, je crois que l'open source a sa place. Maintenant, je reviens à ça. Ça prend vraiment un cas d'utilisation clair, net et précis pour être sûr d'avoir le bon jeu de données au bon moment puis pour la bonne application. Oui, effectivement. Je suis vraiment d'accord avec ça. Tu en as parlé un peu, mettons, comment tu vois ça, mettons, la mise en production justement de solutions à une problématique géomatique. Mettons, on a parlé comme il y a beaucoup de données, les données sont-ils à traiter? C'est quoi toute la pipeline? C'est quoi les enjeux, mettons, habituellement que vous devez réfléchir pour ce genre de contexte-là? Oui, c'est une bonne question. Je te dirais que ça va beaucoup s'apparenter à ce qu'on peut voir sur le marché au niveau de données en général, que ce soit la mise en production d'un modèle de machine learning, que ce soit la mise en production d'un système BI un peu plus traditionnel. On a des sources de données, il faut les stocker, il faut les cleaner, il faut les croiser avec, bon, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas. Faut s'assurer aussi que ce qui est mis dans les mains des utilisateurs finaux, ce soit la donnée juste, que ce soit
pas trop chargé, mais qui a assez d'informations. Donc, dans toutes les étapes que je viens de présenter, il y a toujours un juste équilibre, si on veut. Là. Donc, je pense pas me tromper en disant que ça peut ressembler beaucoup à une mise en production d'un genre de système BI. Qui dit données géographiques, dit quand même données. Là. Donc, mécaniquement, puis d'un point de vue architecture, ça peut quand même ressembler à ce qu'on va voir beaucoup au niveau BI. Là. Maintenant, il y a des validations supplémentaires, il y a des composantes supplémentaires à tenir en compte. La géomatique traite, par exemple, de la donnée 3D, de la donnée de type raster, donc de l'image, si on veut. Okay, genre, mettons Google Street Map. Ça c'est un exemple, mais l'imagerie satellitaire, par exemple. Dans ce sens-là, excuse-moi. Dans ce sens-là, donc, va traiter, oui, des pointing polygones, mais va aussi traiter des pixels. Puis dans le cas du 3D, des voxels, donc des cellules, pas des cellules, les pixels 3D, mais aussi carrément des polyèdres, donc des cubes, finalement, des vrais objets 3D. Il y a beaucoup d'étapes à garder en tête, puis les logiciels vont varier énormément là, d'un cas d'utilisation à l'autre. Donc, je peux te donner un exemple, peut-être d'une firme d'ingénierie qui va modéliser, par exemple, l'hôpital de l'Enfant Jésus ici, donc qui est du BIM, Building Information Modeling. Cette information-là va passer par pas mal toutes les étapes dont je t'ai parlé, sauf que ça prend des logiciels très, très, très spécialisés pour traiter cette information-là, la partager à l'interne pour que le plombier puisse parler avec l'architecte pour être sûr que le tuyau ne sorte pas au milieu de la fenêtre. Donc, ça, c'est de la géomatique, mais il y a moins de traitement de données massives, par exemple. Il y a moins de traitement de bases de données à proprement dit. C'est plus des composantes 3D qui ont à interagir entre elles. Là. Savoir si le positionnement a du sens que, justement, comme tu dis, la porte va pas ouvrir dans un mur. C'est ça, exact. Mécaniquement, ça va quand même revenir à ce que je t'ai dit. Donc, tu sais, collecter l'info, la stocker, la nettoyer, puis maintenant la partager. Sauf que les cas d'utilisation sont très, très variables, passant du big data pour faire du trafic à modéliser un hôpital ou un building là, dans un logiciel spécialisé BIM. Là. Ouais, j'avais jamais pensé que finalement, effectivement, c'est de la géomatique, c'est un building, puis qu'il faut que tu mettes des. Tu sais, moi, dans ma tête, le plan d'un building, c'est tout est designé on the spot, puis c'est correct. Tu sais tout de suite où les poteaux vont arriver. Mais effectivement, je parlais justement à quelqu'un que. Ben, tu sais, t'as pas le choix, là, parce que des fois, c'est des plans qui arrivent d'une place, de l'autre, de ci, de ça, de ça. Puis le mettre ça en relation, parce que c'est souvent une autre entreprise qui gère, finalement, c'est plein d'autres sous-traitants. Puis là, tu te mets ça en relation, puis t'es comme, bon, ben là, combien qu'on a de conflits? Oh, on en a 6000, puis il faut les gérer manuellement. Bon, let's go. Ça c'est une grosse révolution dans le domaine de l'ingénierie et de la construction. Puis c'est quelque chose qui est en place depuis un bon bout de temps en Europe. Là, en fait, de mémoire, il n'y a pas un building en haut de 3 ou 4 étages. En bas de 3 ou 4 étages. En haut de 3 ou 4 étages. Bref, un building de 3 ou 4 étages qui sont obligés en fait de le construire dans un logiciel BIM avant d'aller le construire. Ils n'ont plus le choix, c'est une loi. Pour être sûr que justement tu ne fasses pas des absurdités. Tu sais, comme on voit des fois sur Facebook, des images, comme, c'est qui a pensé à ce design-là? Bon, c'est exactement là. C'est en évolution au Québec. Il y a des compagnies de construction qu'on connaît bien comme Pomerleau là, qui font du bon boulot à ce niveau-là. Maintenant, il y a beaucoup de travail à faire, mais tant que ça ne sera pas légal de faire ça. C'est colossal comme travail, on s'entend. Là, définitivement. Là. Mettons, j'ai 2 employés, 3 employés de construction, je ne vais pas commencer à ouvrir AutoCAD puis commencer à faire mes affaires là-dedans. C'est beaucoup trop de travail pour qu'est-ce que je vais en retirer. Là, exact. Donc, il y a encore du travail à faire aussi. Il faut que ce soit optimal pour les entreprises. Il faut que ce soit optimal du point de vue légal puis aussi pour le consommateur. Maintenant, la réalité, quand même, c'est qu'il y a un gain, je crois, là, à aller dans ce sens-là. Mais bref, ce cheminement-là fait partie un peu des mêmes discussions qu'on peut avoir par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport au big data, et compagnie. Il y a du travail à faire. À tous les niveaux. Bon, exactement, là, autant au niveau légal qu'au niveau technologique. Là. Puis même, je sais plus c'est qui m'avait dit ça, mais il me semble que c'est sur le podcast que maintenant, ils sont rendus qu'ils
Il y en a qui ont commencé à virtualiser les plans justement de maison. Puis tu Ouais. peux te mettre des Google puis dire bon, ben, je sais que j'ai un poteau qui se tombe là, je sais que j'ai je sais qu'il y a j'ai juste un sulfite dans la tête, mais c'est pas ça pendant tout là. Un montant qui passe juste Ouais. là, fait que je peux directement me clouer dedans. Tu sais, je veux dire, tout ça amène ça que finalement, si j'ai un plan de ma maison, ben, je peux savoir tout ce qui se passe derrière mes murs, puis je peux avoir une représentation Ouais. dimensionnelle de mon espace, là, tu sais, C'est- plus complète là. Non, définitivement, puis ça rend accessible le propre environnement, si on veut, du consommateur, sa propre maison. Maintenant, tu sais, je reviens vraiment à ta question initiale. Qu'on fasse ça pour de la réalité augmentée, qu'on fasse ça pour du BIM, qu'on fasse ça pour du big data, machine learning, le processus est quand même le même. Tu sais, Ouais. quand on travaille avec de la donnée, euh, la mécanique demeure la même. Les logiciels, les compétences, puis les codes d'utilisation vont changer. Mais d'un point de vue architecture haut niveau, là, C'est tout le temps à peu près la c'est même toujours chose, la même la même chose. poutine Tout que à fait. rien, là. Tout à fait. Avez-vous beaucoup de courant, mettons, dans ton secteur, as-tu Oui. un manque de main-d'œuvre justement qualifiée pour ce genre de nouvelle expertise-là, ou c'est quelque chose qui est assez en vogue? Ça ressemble à quoi, mettons, l'intérêt des gens pour ça? Ben, je veux pas décourager ceux qui vont m'écouter et qui veulent se lancer en géographie. Mais en géographie, à l'époque, moi, j'ai sorti, il y avait 40% de taux de placement, ce qui est pourri. Euh, Par contre, en géomatique, il y a moins de finissants puis le taux de placement est beaucoup plus élevé. Maintenant, dans le domaine de la géomatique, là, c'est quand même je dirais en Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis là, principalement, c'est quand même un domaine là, qui a beaucoup de croissance. C'est un marché d'à peu près 35 milliards globalement, là, annuellement, avec un taux de croissance de quelques pourcents, là, pas 15, pas 20, mais mettons Plus que, mettons, plus que 2%. 5, ouais, mettons, c'est ça, 5 à 15 Fait qu'il y a une max. croissance qui est présente sur le Tout à marché. fait. Les marchés émergents, dont l'Asie, eux, ont une croissance beaucoup plus forte. Là. Mais si on se ramène, par exemple, à Québec, au Québec, il y a quand même de la demande parce que de plus en plus d'entreprises vont aller chercher ces compétences-là. En fait, c'est pas un secret des dieux, là, mais par exemple, nous, on travaille avec des géomaticiens chez Rona, chez Home Depot. Ah ouais? On travaille avec des géomaticiens, bon, on en parlait, là, chez Bell, chez TELUS. Un des gros catalyseurs de géomaticiens au Québec, c'est Hydro-Québec. Ouais. Bon, clairement, ça là. c'est clair, net et précis. Là. Mais je serais surpris, Rona, mettons, c'est pour savoir où. Les analyses de marché, carrément. Ah, Être capable ben oui, de ok, savoir ok. est-ce que. Positionner les clients sur un territoire. Là. Bon, exactement. Fait que dans une équipe multidisciplinaire, mettons, avec du data science puis tout, fait qu'ils font partie des équipes Oui. multidisciplinaires. Ok. Oui, exactement. Beaucoup de gens ont aussi travaillé dans des équipes de marketing pour Ok. un petit peu les mêmes composantes. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais la SAQ emploie des gens qui ont un background en géomatique. Il y en a peu, mais quand même. Puis, un exemple très concret de la SAQ, peut-être tu as remarqué que à peu près toutes les SAQ du Québec se sont faites rénover dans les dernières années. C'est pas un hasard, c'était pour améliorer, réduire un petit peu les effectifs, donc les coûts, réduire le pied carré qui est une grosse dépense pour la SAQ, mais s'assurer quand même de garder les bouteilles les plus intéressantes par secteur basées sur le profil démographique puis les habitudes de consommation des gens. Donc, il y a des géomaticiens à la SAQ qui font du super bon boulot. Là. Ok, fait que ça reste quand même beaucoup un travail de science de données, Oui. mais pas wordé dans ce sens-là, tu sais, finalement. Là. Avec la composante géo, mais c'est vraiment un travail de data science. Juste très spécialisé avec un type de données. Exactement. Ok. Exactement. Donc, il y a un besoin. Moi, je crois profondément en ce besoin-là, dans les cas d'utilisation et compagnie. Il y a des entreprises qui ont définitivement prouvé qu'il y a une valeur dans cette donnée-là. Je pense encore une fois à Uber, Airbnb, Google, Amazon. Clairement, là. Donc, ces entreprises-là, leur fondation est géomatique. Puis, je ne vois pas comment le besoin en géomaticien pourrait diminuer. Est-ce qu'il y a une crise dans le domaine pour trouver des gens? C'est pas facile de trouver des gens. Je parle actuellement chez Corem où je travaille, c'est pas facile de trouver des gens qualifiés qui sont en mesure de bien mettre en place puis d'utiliser des outils de ce type-là. Je sais pas s'il y a une crise, mais définitivement, c'est pas facile de trouver des gens. OK. Puis mettons quelqu'un qui dirait, ben moi je serais intéressé à faire ce genre de parcours-là. C'est quoi le skill set qui devrait être acheté en dehors de l'université ou à travers l'université je devrais aller chercher pour être un meilleur géomaticien puis mieux compter mes histoires justement avec les données?
Bon, c'est une super bonne question. Là. Je suis content que tu la poses. Définitivement être bilingue. Là. Je pense que OK. au Québec, on a des gens intelligents, formés, compétents. Mais il y a quand même une barrière de la langue, là, soyons clairs, surtout à Québec, pour exporter Ouais, notre savoir. définitivement, ouais. Pour Surtout aller la ville de Québec, moi, Ouais, j'ai ouais, trouvé, là. Mettons, moi, je viens plus de Montréal. ouais, Montréal, c'était c'est bilingue. très bilingue. Ici, il y a des gens autour de moi qui parlaient pas anglais, puis je suis comme, j'ai de la misère à comprendre que tu Mhm. fais pas parler anglais, là. Ouais. Ça, c'est un. Surtout à Québec. On va dire à l'est à l'est de Trois-Rivières. Trois-Rivières, là, on va dire ça comme Moi ça. aussi, j'ai vu la Ouais. lumière. La Tour-Rivière, Drummondville, là, tout ce qui est à l'est, là. Non, non, écoute, la démarcation est la bonne, je pense. Être bilingue, je crois que c'est un avantage incroyable. Je me souviens, j'avais des collègues à l'université qui prenaient des cours de mandarin. Puis je sais pas si ça l'a servi une fois dans leur vie. Si c'est le cas, tant mieux. Là. Mais je pense qu'être vraiment, vraiment compétent en anglais, pas juste être capable d'écouter The Price is Right, je sais pas si ça existe encore, là. Mais en anglais, puis trouver 2-3 jokes bonnes. Là. Non, sérieusement, je crois que c'est vraiment un must. Puis, J'imagine qu'il y a beaucoup de contenu qui doit être aussi en anglais. ben, au même niveau que la data science, tu sais, C'est quasiment les de la gros, consommation anglaise, là. bon, les gros joueurs en techno, en géomatique, tu parlais d'Autodesk, c'en est un. C'est toutes des entreprises américaines. Puis ces entreprises-là rayonnent à travers la planète. Puis oui, ils ont des logiciels dans différentes langues, mais maintenant, si tu veux commencer à toi-même rayonner là, en Amérique du Nord, en Europe, peu importe, la langue des affaires, c'est l'anglais. Donc, ça, Ouais. je crois que c'est un must. Quelque chose que j'aurais peut-être aimé avoir aussi, tu en parlais tantôt, comment, si on avait à refaire, là, qu'est-ce qu'on Ouais, c'est ferait. ça. Puis Hier, on a parlé de qu'est-ce qu'on ferait Ouais. là avant, là, ouais. Avoir un background un petit peu plus business, je m'explique. Moi, la comptabilité, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, de savoir comment une entreprise fonctionne profondément, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Genre, mettons, c'est quoi les états financiers? Comment lire ça, là? Ben, pas nécessairement juste les états financiers, mais mécaniquement, comment une entreprise doit aller sur le marché. OK. Côté marketing, bon, tout le monde a quelque chose à vendre, nous, soyons clairs, là, un produit, un service. Donc, avoir une meilleure compréhension de tout ça, je pense que ça m'aurait aidé dans le passé. Euh, J'avais déjà participé justement à une genre de journée carrière là, à l'Université Laval en géographie. Puis j'avais dit à main levée, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait c'est quoi une offre de service? Puis il n'y a personne qui a levé la main dans la classe, puis avec raison. Je veux dire, il n'y a personne qui a déjà fait une proposition en étant géographe à l'école. Par contre, c'est la fondation même d'une entreprise de pouvoir mettre son produit ou son service en marché. Donc, ça, c'est genre. Puis même que tu sois un donneur d'ouvrage ou un fournisseur, cette relation-là de mise en marché puis d'acquisition est quand même importante. Puis ça, je crois que les gens devraient être plus conscientisés par rapport à ça. Effectivement, des fois, je pense que des fois, l'université devrait faire un petit peu son travail de dire. En tout cas, moi, personnellement, j'ai travaillé beaucoup avec un professeur, puis on a beaucoup wordé des TP dans le sens de là, justement, c'est un devis, un devis que vous devez nous remettre. C'est un offre que vous devez nous remettre. C'est quelque chose de. Exact. Voici ce que je te demande de me faire. Pas juste un rapport, j'ai fait ça. Je fais, non, parle-moi comme si j'étais un client. Puis tu sais, changer un peu les rôles, puis juste les contextualiser dans ça pour avoir cette espèce de compréhension du business layer qui est effectivement difficile à mettre ensemble. Puis je pense pas que tu as besoin de faire un bac en administration des affaires pour comprendre quand tu es un expert. Ouais. Les autres, c'est des experts dans un autre niveau, vraiment au niveau d'administration, mais mettons, moi, je suis un expert, juste comprendre c'est quoi les choses importantes à avoir comme concern quand je fais mon travail, puis qu'à me parler le bon langage, ben ça, souvent l'université ne donne pas dans des bacs plus techniques, mettons. T'sais. Ouais. Écoute, ce que tu dis est vrai de A à Z. On peut être un géographe, un géomaticien, un arpenteur, un médecin, peu importe. Puis même, justement, parlant de médecin ou même de pharmacien, ces gens-là, souvent, ben, pas souvent, tout le temps. C'est tous des travailleurs autonomes. C'est tout, exactement. Donc, vont. Je suis pas sûr qu'ils ont une formation pour ça. Là. Bon, exact. En fait, il y a peut-être quelques cours à gauche et à l'autre, mais encore une fois, je considère que c'est important d'être capable. Ça, je l'ai réalisé, ça fait pas tellement longtemps, là, mais c'est important vraiment de pouvoir vulgariser ce qu'on fait, d'être capable de mettre ça en marché. Le commun des mortels, le médecin, le pharmacien, le chauffeur de camion, en a probablement rien à foutre de comment c'est fait en arrière, dans la base de données, puis dans nos modèles, puis etc. Lui, il veut juste que ça marche. Puis être capable de vulgariser ça, de le mettre en marché, puis encore une fois, cerner le besoin d'affaires, qu'il soit public ou qu'il soit privé.
ça change beaucoup de choses de mon point de vue à tout le Oh, monde. je suis tout à fait d'accord avec quelqu'un qui avait vraiment dit quelque chose de. Ben, en fait, qu'il avait formulé d'une façon intéressante, c'est quand tu es un expert, il faut que tu comptes une histoire. Ouais. Puis cette histoire-là, c'est important comment tu la Mhm. comptes parce que c'est ça qui va faire en sorte que peut-être ton projet va être de l'avant ou non. Ouais. Que ce soit à l'interne d'une entreprise puis que tu veux proposer de quoi à ton boss puis faire un nouveau projet ou que ce soit tu veux vendre quelque chose à un client. Compte une histoire puis compte-la bien. Ouais. Parce que sinon, tu vas chaîner nulle part. Là, tu sais. Les gens retiennent pas nécessairement juste les statistiques, mais beaucoup les histoires. Donc, tu Ouais. as tout à fait raison dans ce que tu dis. Là. C'est plus facile à mémoriser. Les gens vont être capables de s'imaginer carrément l'histoire, si on veut, de l'avoir dans leur tête, puis d'être capable de refléter ça aussi par rapport à leur vie. Hey, moi, comment ça pourrait m'impacter? Tu sais? Où c'est que ça peut me toucher? Puis c'est là que la communication est vraiment importante, là. Donc l'anglais. Ouais, exactement. Ouais. Mais blague à part, là, je crois que t'as mis le doigt sur un point important. Là. Ouais. Puis des fois, j'ai pas l'impression que l'université prend toujours ce rôle-là de pratiquer les experts à devenir des bons communicateurs. Tu sais, mettons, moi, j'avais un cours de communication, puis c'était précisément un cours de français, Ouais. et non un cours comment communiquer mon information. Mhm. Fait que, tu sais, je pense que les personnes adaptées pour ça, c'est souvent des gens qui sont en communication, de comment j'ai mon idée, je la formalise, puis je la vends à quelqu'un que différents niveaux, là, pas juste à quelqu'un qui est un actuaire comme moi, puis qui parle le même langage que moi. Non, je parle à des gens qui ont aucune idée c'est quoi de l'assurance, aucune idée c'est quoi ça. Comment je donne mon histoire? Ben là, il faut que je trouve le bon vocabulaire pour y parler ce discours-là. Définitivement. Puis ça, tu dois le dire dans toute ta vie au travail. Là. C'est la clé, peu importe le corps de métier, peu importe ce que tu fais, que tu sois extrêmement technique, tu as quelque chose à présenter à un exécutif ou un exécutif qui doit s'adresser à ces gens plus techniques. Bref, je crois que ça c'est la clé. Moi, je crois que c'est vraiment un pilier. Là, Ouais, ben, je pense que le marché est beaucoup dans ça parce que les soft skills, finalement, là, qu'on parle beaucoup. C'est ça. Puis c'est ça, présentement, qui est vraiment plus là. Puis je sais plus encore avec qui je parlais ça. Faudrait que je me rappelle plus les noms des gens avec qui je parle. C'est ça l'affaire. Je pense que tu vas te souvenir de moi. Mais en fait, moi, je suis vraiment mauvais avec les noms, malheureusement. Là. J'ai plus les visages. Un visage, je le vois une fois, c'est correct, je l'ai mappé. Ouais. Puis finalement, moi, c'est des histoires que je me mets dans ma tête avec la personne. Hey, lui m'a parlé de telle affaire, il y avait tel linge, il y avait tout ça. Les histoires sont importantes. Exactement, puis c'est comme ça que je construis mon information. Là. Mais elle me parlait de. C'était comme les 10 raisons, le top 10 des choses qui fait que quelqu'un achète un produit. Ouais. La dernière, c'était le 10e, c'était quelque chose comme 10 ou 15e, c'était le ROI. Puis toutes les autres avant, c'était souvent je me suis senti écouté. Ils ont compris mon besoin. J'ai du plaisir avec. Fait que c'est toutes des soft skills. L'expérience d'achat, en fait, l'expérience d'achat constitue 56% du cycle de vente, règle générale. Donc, quand c'est facile de dealer avec quelqu'un, quand c'est simple, quand c'est compréhensible, moi, je me suis acheté une auto il y a 2 ans, puis je me suis avoir, je dirais pas la marque, mais c'est pas une Mercedes. Puis, le vendeur chez X, après ma barre, j'ai pas été capable, puis là, on s'écarte un peu, mais j'ai pas été capable d'y donner ma confiance, tout simplement. Il m'a parlé de choses complètement impertinentes alors que j'étais là un mardi soir avec ma blonde, j'avais bien d'autres choses à faire. Versus un autre qui est allé straight to the point, qui a pris exactement en considération ce que j'y avais demandé. Donc, on n'a pas parlé de mécanique, de consommation d'essence, on n'a pas parlé de feature, on a juste parlé de besoin finalement. Puis il a été capable de me guider. Donc, expérience d'achat agréable. Le prix était au rendez-vous. J'ai eu ce que je voulais au juste prix. Mais l'expérience a été tout à fait correcte. Puis dans le domaine des affaires, dans des domaines, soyons clairs, complexes, là, on ne vend pas chez Corem, par exemple, c'est vrai chez d'autres fournisseurs, on ne vend pas des balayeuses. Là. Non, donc, c'est très complexe. Pas difficile, mais c'est complexe. Exact. Donc, je pense que c'est Richard Benson qui disait que n'importe quel imbécile peut rendre un discours complexe, mais ça prend des gens intelligents pour vraiment simplifier les choses au maximum. Puis moi, c'est quelque chose que je m'efforce de faire là, au quotidien. Là. D'adapter mon langage, d'adapter mon speech, là, carrément. Comment t'as pratiqué ça pour faire ce pont-là? Tu étais plus justement un expert, tu as passé plus sur pont-vente dans le secteur vente. Comment tu as essayé de mettre ça en place? Y a-tu des choses, des
trucs que tu as écoutés, que tu as lus? Ah, ben écoute, je pense qu'il faut toujours s'informer un petit peu sur la position qu'on occupe puis assumer qu'on fait pas le boulot. Moi, c'est de même que je pense qu'on Ok, évolue. ouais, ok, toujours, Euh, je suis pas la meilleure ouais, personne qui fait exact. ça. Ok, ok. Euh, C'est intéressant. Aussi, moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était responsable des communications. Bon, il a travaillé il y a eu plusieurs postes clés au gouvernement. Donc, au niveau de l'écrit, je me débrouille honnêtement très très bien. Structurer mes idées par écrit, mais ça aide aussi à le faire verbalement. Donc, ça, je crois que c'est important. Je sais pas si c'est le poste vraiment qui a changé quelque chose, plus que l'obligation de un moment donné de se faire comprendre. Tu sais. Ok. Donc, peu importe les rôles que j'ai, tu sais, j'ai été analyste en géomatique pendant plusieurs années. Puis j'essayais toujours d'être le plus clair possible parce que j'ai ça, on parlait de lâcheté tantôt, j'ai ça faire les choses 3-4 fois. Donc en étant clair dès le départ, en ayant scopé le problème dès le départ, ben ça permet de. C'est plus vite pour tout le monde, là, puis c'est plus agréable. Là. Ouais, puis je pense que tu te démarques plus aussi d'autres joueurs, mettons, parce que souvent, des gens que tu vas côtoyer vont être super brillants, mais effectivement, il n'y a pas ce pont-là vers. Mhm. Non, non, mais là, tu parles à quelqu'un qui ne connaît pas ton univers, fait explique-le comme il faut. Ouais, ouais, exact. Puis On- les gens vont souvent parler, s'exprimer en assumant que l'autre comprend, ne serait-ce que le contexte dans lequel il parle, puis c'est Mhm. totalement faux. Là. Donc, le contexte est important. Des fois, je passe beaucoup de temps à mettre les choses en contexte, mais ça permet aussi des fois de régler le problème beaucoup plus rapidement. Là. Donc, c'est mon approche. Je crois pas que ce soit nécessairement parfait, mais jusqu'ici, ça fonctionne pas si mal. Ouais, mais Mm. déjà avec la prémisse que tu n'es pas nécessairement la meilleure personne pour le Ah, faire, ça, je trouve que c'est vraiment une bonne ouais. prémisse. C'est humble aussi, là, mais finalement, des fois, on a tendance en étant un expert dans quelque chose à dire moi, je suis le meilleur, Ouais. je suis top pin, puis je connais tout. Et des fois, de juste ramener, de se rappeler comme ouais, mais tu sais, ok, est-ce que je suis vraiment le meilleur? Dans ma vie, j'ai toujours marqué qu'il y a toujours quelqu'un meilleur que moi. Mhm. Puis c'est ça qui me remet toujours en question Je suis sur mes d'accord. choix. Puis que finalement, je fais comme, ok, ben là, il faut que j'apprenne ça. Parce que, tu sais, regarde ça comment il est cool. Ah, check ça, qu'est-ce qu'il fait. Regarde sa présentation, comment il est cool. Ok, je peux améliorer ça. Puis l'autre fois, tu terres, puis finalement, tu finis par essayer de te rapprocher Ouais. de cette personne-là. Là. Non, c'est l'approche à avoir. Ceci étant dit, je crois que puis tu sais, j'ai beaucoup à être devant des clients, devant des gens. Puis des fois, tu te dis, tu sais, la ligne est un petit peu mince en étant un expert qui va vraiment, tu sais, comme consultant, là, soyons clairs, qui va aider les gens, qui va leur dire quoi faire. Il y a beaucoup de nos clients qui nous disent qu'est-ce qu'on devrait faire. Mhm. Tu sais, Mhm. dites-nous-le. Donc, la ligne est mince des fois entre qu'est-ce que je vais leur dire de faire versus est-ce que c'est un petit peu trop hautain comme approche ou Ouais, je sais pas ouais. si tu me suis. Donc, euh, cette approche-là est touchée un peu. Par contre, généralement, quand on joue, on est capable de jouer avec je vais te conseiller quoi faire, écoute-moi, j'ai confiance en ce que j'offre et en ce que je fais. Généralement, on a une écoute correcte. Tu sais. Je fais partie des gens qui pensent que tout se dit, mais il y a une manière de le dire. Là. Donc, Ouais, ça, c'est un ouais. petit peu mon approche. Je dirais au niveau relationnel avec mes clients. Là. Ok. Puis j'ai Ouais, j'ai de la récurrence avec mes ouais, clients. Donc, ça, j'imagine qu'il y a quelque chose qu'on fait bien il y a un quelque part. signal Là. à donner, là, Ouais, c'est ça. exact. Mais non, mais tu sais, c'est intéressant, effectivement. Des fois, c'est juste que pour tout peut se dire, c'est juste des fois, il faut que tu travailles plus fort pour trouver le bon message. Ouais, Puis c'est cet effort-là, des fois, qui est plus, tu sais, on a dit, on aime ça être paresseux. C'est là que des fois, tu sais, ok, ouais, je suis paresseux, mais pas lâche, c'est une différence entre paresseux ouais. et lâche. Fait que comment je peux rapidement atteindre cette zone-là sans faire trop d'efforts, mais Mhm. pas non plus de, tu sais, juste me laisser aller, là. C'est toute cette espèce Bon, d'optimisation-là. je pense qu'on a l'obligation aussi dans le métier qu'on pratique de rendre ça accessible aux gens qui ne sont pas nécessairement des experts. Le domaine de la géomatique, que ce soit en arpentage, que ce soit en remote sensing, donc l'analyse d'imagerie satellitaire par exemple, c'est très niché. Là. Mais les gens avec qui on travaille, des fois c'est des business, tu sais, je sais que dans le domaine de l'imagerie satellitaire, il y a beaucoup d'agriculteurs par exemple qui vont travailler avec ça. Ces gens-là, là, ils ont pas besoin de comprendre Comment il marche le satellite. Pis tout, là. exactement. Là. Ah, c'est un leader ou il s'en fout. Là. Mhm. Ça ressemble à quoi l'image? C'est quoi les choses importantes à sortir de ça? Là, tu sais? Exact. Donc, cette approche-là, je pense qu'elle est importante. Puis, tu sais, l'intelligence artificielle, ça fait peur à des gens. Tout ce qui s'appelle Big Data, ça fait peur à des gens. Les gros joueurs techno, là, les Facebook, Amazon de ce monde, les gens ont peur, mais je dirais par manque de connaissances. Mhm. Puis l'ignorance, c'est souvent ce qui crée la peur. Là.
Donc, je crois que si j'avais un message à donner aux gens qui vont nous écouter, c'est vraiment de pouvoir diffuser cette information-là plus simplement puis de façon très transparente là, pour les non-utilisateurs de ce que nous, on produit au day-to-day. Là. Donc, Effectivement, ouais, c'est un beau message. Mm. C'est un beau message pour la fin, je pense. Je trouve ça intéressant. On a déjà fait le tour de notre heure, puis j'aurais deux dernières petites questions. T'es-tu un gros lecteur? Je lis, je peux pas dire que je suis un gros lecteur, mais je lis. Ok. Ce serait quoi le livre que tu recommanderais? Que ce soit un roman, un livre de n'importe quoi. Ça peut être en géomatique, ça peut être en... Qu'est-ce que tu dirais que quelqu'un, ça serait intéressant qui voudrait apprendre sur un sujet à lire? Ou un roman, ou peu importe. Ben, en fait, c'est une très bonne question. J'ai commencé, j'ai pas fini, mais j'ai commencé le livre Start with Why de Simon Sinek. Commencer avec pourquoi. Celui qui fait des vidéos aussi. Ouais, il a été sur TEDx. C'est un gars inspirant, là, je dirais. Puis Start with Why, je crois que c'est une question qu'on devrait se poser au day-to-day pour beaucoup de choses. Commencer avec pourquoi. Puis généralement, on peut se poser la question plusieurs fois avant d'arriver à un constat clair. Donc ça, je crois que ce serait une très très bonne lecture. C'est sûr que si ça vous intéresse pas, il y a toujours Le Seigneur des Anneaux qui est une bonne lecture aussi, mais c'est pas du tout dans le même registre. Je fais des farces. C'est vraiment très excellent. Je vous le recommande aussi. Le Samarion, là, c'est vraiment les meilleurs livres que j'ai. Mais Start with Why, pas un trop gros livre, c'est accessible. Okay. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont lire ce livre-là et qui vont reconnaître leur quotidien, qui vont reconnaître des expériences qu'ils ont vécues. Donc, je ne l'ai pas fini, mais jusqu'ici, c'est un excellent livre. C'est très, très intéressant. Ouais. Ok, parfait. Puis sinon, où tu te vois dans 5 ans, c'est quoi les choses les concerns que tu devrais avoir dans 5 ans, l'évolution de tout ça, de qu'est-ce qu'on a discuté aujourd'hui? Oui, tout à fait. Je pense que 5 ans, c'est un time frame qui est un petit peu trop grand. Au niveau 3 ans? Ouais, au niveau techno, j'aime bien 3 ans. Ok, 3 ans. Moi, dans 3 ans, en fait, moi, j'ai toujours eu comme objectif de carrière d'être une référence en intelligence d'affaires puis en géomatique au Québec. Ok. Ça a toujours été clair depuis que j'ai commencé à travailler. C'est encore mon mantra, si on veut. Là. Donc, je me vois évoluer un petit peu dans ce sens-là. La géomatique, c'est une science dans laquelle je crois profondément. Il n'y a personne qui va me faire changer d'idée. Donc, en étant convaincant et convaincu, je suis sûr que je peux faire changer les choses au Québec, démocratiser ça un petit peu plus, puis amener ça dans des entreprises pour qu'il y ait du succès. Moi, je me vois dans 5 ans dans le même rôle que j'ai toujours eu, c'est-à-dire un promoteur de la géomatique au Québec, des sciences géomatiques. J'y crois profondément. Je suis sûr que ça peut carrément changer le monde. Ben écoute, moi je suis convaincu avec tout ce qu'on a comme ça. mais pour vrai, tu sais, j'avais beaucoup de cette donnée-là que j'avais pas vu, comment tu vas la contextualiser dans d'autres secteurs, que tu le dis, puis je suis comme, ben oui, c'est évident. C'est flagrant que ça peut servir. Puis moi je suis convaincu, tu m'as convaincu. Non, mais écoute, c'est super. Ben, merci beaucoup d'être venu. Merci pour ton invitation, super bonne initiative. J'apprécie merci beaucoup. Ben merci, bonne soirée. Good.